Il y a 20 ans, une reine se cachait parmi les rois dans le top des échecs mondiaux. Bobby Fischer, c'est un génie américain qui a longtemps détenu le record de l'âge le plus jeune pour l'obtention du titre de grand maître. Mais est-ce que vous savez qui est le joueur qui l'a détrôné ? En fait, c'est une question piège parce que ce n'est pas un joueur, mais bien une joueuse qui a donc détrôné ce record. Et elle a eu le titre de grand maître à un peu plus de 15 ans. Cette joueuse s'appelle Judith Polgar, et c'est la seule, encore aujourd'hui, la seule joueuse à avoir réussi à rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde, à rester dans le top 10 mondial, non pas féminin, mais bien mixte. Cette partie, Judith Polgar l'a jouée en 2003 contre donc son compatriote hongrois Berkes. Et vous allez voir que c'est une partie de génie, tout simplement exceptionnelle. Polgar, donc qui a les blancs, ouvre comme à l'accoutumée par le coup E4. Berkes répond par E6, la défense française, très solide. D4, elle occupe le centre. D5. Et maintenant, elle pourrait jouer par exemple le coup E5, donc qui est la variante d'avance. Le coup pion prend D5, la variante d'échange. La tarache avec cavalier D2 avec l'idée de défendre le pion tout en gardant la mobilité du pion C. Mais elle choisit le coup le plus classique, le coup cavalier C3, qui défend simplement son pion. Berkes répond cavalier S6, qui est l'attaque de nouveau, et elle joue le coup le plus classique, fou G5, qui vient clouer le cavalier de son adversaire. Il existe aussi par exemple le coup E5, un peu dans la même idée que la variante d'avance, avec l'idée que les noirs reculent le cavalier en D7 pour appuyer la poussée C5, très logique dans ce genre de structure. Donc sur fou G5, Berkes qui prend le pion au centre, c'est une possibilité. Il avait aussi le choix entre fou E7 directement, le coup fou B4 qui donne des variantes compliquées. Pion prend est très bien. Cavalier prend en profitant du clouage du cavalier. Et fou E7 maintenant, c'est très logique et très solide. Et ici, Judith Polgar qui va déjà faire un premier coup extrêmement intéressant stratégiquement. Évidemment, tout échangé ici, ça redonnerait l'égalité aux noirs. Voilà, on les a aidés à se développer. Mais Judith Polgar qui va décider d'échanger différemment dans cette position. Elle va prendre le cavalier avec le fou, qui est une décision assez bizarre. On dit souvent qu'il faut garder la paire de fous aux échecs, car la paire de fous est très forte ensemble, et l'échanger contre un simple cavalier, ça semble être une mauvaise solution. Mais toute l'idée ici, après le coup joué qui est fou prend F6, c'est de avoir les deux cavaliers à l'aile roi contre un fou qui défend et éliminer finalement un défenseur de l'aile roi qui était ce cavalier qu'on vient d'échanger. Fou prend F6 est une option très solide qu'il a donc joué dans la partie, mais il y avait aussi le coup G prend F6 qui est d'ailleurs plus joué aujourd'hui, avec l'idée d'ouvrir cette colonne G pour une tour et de garder la paire de fous. Mais fou prend F6 est pour l'instant très bien. Et Judith Polgar qui va jouer le coup cavalier F3, donc comme on l'a dit, elle se développe avec ces deux cavaliers qui se dirigent vers l'aile roi, et déjà dès cette position, on voit le potentiel offensif de Judith Polgar. Berkes qui joue petit roc, très logique, il met son roi à l'abri. Et donc Polgar qui va jouer le coup intéressant, dame D2. Évidemment, le setup le plus logique et le plus calme, c'est le coup C3, avec l'idée de mettre le fou en D3 et de faire le petit roc. Donc ça c'est... Je dis le plus logique, c'est pas forcément le plus logique, c'est le plus calme, c'est ce qu'un joueur plus calme aurait joué. Mais Judith Polgar, évidemment, comme on l'a vu plus tôt, qui a envie d'attaquer, donc elle joue dame D2, avec l'idée, évidemment, de faire le grand roc. Berkes qui joue le coup cavalier D7. Et c'est sa case, et l'autre case qui est le coup cavalier C6, c'est une mauvaise idée, et en fait, dans la plupart des positions d'échecs, souvent, le cavalier a sa place en D7. Pourquoi ?
parce qu'on a très envie de garder la mobilité du pion C dans la plupart des positions. Mis à part les positions E4, E5 où le cavalier a une bonne place en C6, ici le pion C est extrêmement important, on a envie de l'utiliser dans la conquête du centre, et le cavalier en C6 surtout qui va manquer d'activité après un coup, peut-être pas le meilleur mais logique, le coup C3, où le cavalier a les oreilles directement coupées tout en renforçant le centre. Et là, on aimerait bien avoir un pion C mobile pour venir détruire ce centre. Donc, cavalier D7, c'est un coup beaucoup plus logique. Le cavalier peut peut-être aussi regagner une place à l'aile roi via F6 ou via F8 pour défendre le roi et combler l'absence du cavalier qui a été échangé en début de partie. Polgar qui joue grand roc, voilà, c'est son idée. Fou E7, il veut garder l'avantage de la paire de fous. Fou D3, développement. B6, le fou qui est bloqué par là. Donc on va essayer de le sortir dans un fianchetto sur cette case. Et là, Polgar va jouer un coup très, très intéressant. Il va jouer le coup cavalier E G5 pour directement poser une question à son adversaire. Comment défendre le pion H7 qui est attaqué? Un coup extrêmement logique ici, ce serait de jouer, comme on a vu, l'idée de ramener le cavalier vers l'aile roi en jouant cavalier F6 et défendre le pion tout en activant son cavalier. C'est sûrement le coup plus logique. Mais il va choisir une autre solution et il va jouer le coup H6 ici, qui est un coup un peu plus bizarre. Alors évidemment, on ne peut pas jouer G6, G6 qui serait assez catastrophique stratégiquement. Il y a le coup H5, H4, pardon, puis H5, et puis on va simplement défoncer. C'est pas la meilleure façon de défendre, ça laisse des trop gros trous. H6 est bien plus logique, moins logique que cavalier F6, et on va voir pourquoi, parce que H6 ça touche quand même à la structure du petit roc, et donc ça peut créer certaines faiblesses. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer vraiment dans la phase de génie de Judith Polgar. Ici, on a très envie d'exploiter ces cases faibles à l'aile dame, tant qu'il n'y a pas encore de fou en fianchetto. Et donc on a envie d'exploiter ces trous et de placer notamment notre fou sur la case E4, qui viendrait toucher directement la tour. Mais ici, Judith, qui ne va pas jouer fou E4 directement, elle va jouer le coup intermédiaire, que je trouve vraiment exceptionnel, fou H7 échec, qui force roi H8 pour venir ensuite le placer en E4. Pourquoi elle a fait ça? Eh bien, elle a compris que dans le futur, et on va le voir juste après, la colonnage pourrait s'ouvrir et le roi est moins bien placé sur la case H8 que sur la case G8. Ici, Judith Polgar avait prévu des choses sur le coup extrêmement logique, tour B8, simplement on bouge la tour de l'attaque et on prévoit l'arrivée du fou en B7. Ici, est-ce que vous pouvez trouver l'idée qu'a Judith Polgar dans cette position? Une idée extrêmement thématique dans beaucoup de positions où la colonnage peut s'ouvrir et un cavalier est attaqué ici. C'est effectivement le coup H4. H4 avec l'idée que si les noirs prennent le cavalier offert en sacrifice, la colonne H s'ouvre. Et ça fait extrêmement mal. Je vous ai mis la variante illustrative. H prend G5. H prend G5, échec donc avec ce roi qui est moins bien placé sur la case H8. Roi G8, fou H7 échec. On remet le roi sur la case H8 et dame F4. Très beau coup et la dame va pouvoir coulisser sur la colonnage via H2 ou H4. Et c'est jackpot. La colonne est totalement ouverte. Les noirs sont foutus. Donc ça, c'était la variante sur tour B8. Bon, évidemment, après H4, les noirs ne vont pas prendre, mais les blancs gardent une certaine initiative. À la place de tour B8 tout de suite, on peut aussi, sur fou E4, décider d'échanger une paire de pièces avant. Alors pas comme ça, mais avec le fou. On échange d'abord une paire de pièces. Fou prend, cavalier prend. La tour est toujours attaquée, maintenant on joue tour B8. Et maintenant l'idée H4 marche moins bien à cause de notamment le coup cavalier F6
qui viendrait toucher le fou et défendre le roi. Et donc sur tour B8, on ne joue pas H4 mais cavalier F3, cavalier F6, fou C6, dame D6, cavalier E5. Et cette position qui se rapproche de l'égalité est quand même un peu mieux au blanc, avec notamment ce pion qui offre un certain avantage d'espace et des pièces plus actives. Ok, on retourne à fou E4. Ça c'était tout ce qu'avait prévu Judith Polgar sur fou prend ou sur tour B8, les variantes les plus logiques. Mais Berkes, il va décider d'être malin et il va tendre un piège, mais qui lui sera finalement fatal. Il va jouer le coup H prend G5. H prend G5, donc qui prend un cavalier, mais qui laisse une tour. Alors on va tout de suite regarder le piège qu'il a prévu. Sur le coup fou prend A8, son idée c'est le coup G4, qui vient attaquer le cavalier. Alors de manière extrêmement logique, on vient bouger le cavalier sur la case E5, mais ce n'est pas possible parce que l'idée qu'a vu Berkes, c'est qu'il y a fou G5, clouage sur la dame et le roi. En fait, on vient attaquer le défenseur de cette case G5 qui est extrêmement importante. Et sur F4, pour essayer de contrer, il y a la prise en passant et on gagne de la dame. Donc à la place de cavalier E5, on ne peut pas le bouger, on doit jouer dame E2, G prend F3, dame prend F3, fou D6, et les noirs ont gagné 2 pièces contre la tour, donc c'est plutôt une bonne opération. Revenons donc sur H prend G5. Judith ne peut pas prendre la tour, mais par contre, quel est l'inconvénient de ce coup, de ce piège tendu par Berkes? C'est évidemment qu'il ouvre la colonne H encore un peu plus, et Judith va essayer de l'exploiter. Évidemment, ici, on a envie de jouer un coup comme H4, pour ouvrir la colonne, mais ça se retourne contre nous parce que les noirs ferment la colonne en jouant le fameux G4, attaquent le cavalier et réussissent à fermer la colonne, ce pion qui nous embête ici. Donc Judith Polgar va jouer d'abord le coup G4. G4, l'idée c'est de fixer ce pion G5 sur sa case, et ensuite on va pouvoir jouer H4 pour ouvrir la colonne. Berkes qui joue tour B8, voilà, simplement, il garde son avantage matériel. On rappelle qu'il a pris une pièce ici, donc Judith Polgar qui a complètement sacrifié une pièce, et lui donc bouge sa tour, mais maintenant elle joue H4 et va réussir à ouvrir complètement cette colonne H, et ça pourrait être fatal. Ici, si on prend directement en H4, c'est une mauvaise idée, car il y a le coup G5, et ce pion qui va tomber, et si on tente chez les noirs un coup comme F5 pour contre-attaquer le fou, il y a le coup dame F4, et vous voyez que le pion va tomber, la colonne s'ouvre, et on va regarder une variante illustrative que je trouve encore une fois très belle. F prend E4, donc on prend le fou, dame prend échec, roi G8, et là on se dit qu'on pourrait fixer le roi. Là l'idée thématique c'est évidemment le coup G6, pour venir contrôler les cases de sortie, mais dommage, la dame est en prise. Alors sur roi G8, on ne peut pas jouer le coup thématique G6 tout de suite, mais on joue dame H7 échec, roi F7, dame H5 échec, on revient, on fait ce petit tchic-tchac, roi G8, et maintenant le coup G6 qui vient enfermer le roi, et on va pouvoir jouer dame H8, échec et mat, imparable. Donc, on revient, pas là, mais bien sûr H4. Les noirs peuvent tenter de jouer un coup neutre comme fou B7, donc ne pas toucher à la structure, mais il y a H prend G5, roi G8, fou H7 échec, même idée que tout à l'heure, hein. Roi H8 et dame F4. Dame F4 qui est un coup ultra thématique avec l'idée de coulisser sur la colonne, et les noirs sont foutus. Donc sur H4, Berkes qui va jouer le coup G6, avec l'idée d'essayer de faire un petit mur contre l'activité de ce fou. H prend G5, très logique, roi G7, dame F4, donc la même idée, toujours coulisser sur la colonne H. Et maintenant, on va regarder un coup qui semble extrêmement intéressant, le coup tour H8, pour contester cette fameuse colonne H, mais Polgar avait tout vu. Sur tour H8, il y a tour prend H8, qui semble contre-intuitif. Évidemment, sur roi prend H8, il y a dame prend F7, avec tour H1, mat imparable. Mais ça semble contre-intuitif à cause de dame prend H8.
qui laisse finalement la colonne à la dame noire, mais là ici il y a le coup cavalier E5, avec l'idée que maintenant le fou défend la case H1, donc on peut menacer des tours H1 qui reprendront la colonne, on menace le cavalier, on menace tout, on menace le pion F7, du coup cavalier prend E5 et forcé, dame prend E5 échec, roi G8, et le coup pour conclure ne se situe pas à l'aile roi, mais bien à l'aile dame, dame prend C7, et maintenant la tour n'a plus de case avec l'activité de ce fou qui est trop fort. Fou prend G5 échec, le fou n'est plus attaqué, roi B1 suffit pour gagner la tour. On revient à dame F4, donc Berkes ne peut pas jouer le coup de tour H8, extrêmement logique pour contester la colonne. Il va simplement jouer fou B7 dans l'idée d'échanger les fous. Mais ici, Polgar qui a une idée, encore une fois, très brillante. Tour H7, échec, sacrifice de tour pour réussir à ramener la dame avec tempo sur la colonne H. Roi G8, tour H1. Et maintenant, on menace échec et mat. Mais il y a encore un petit piège. Le mat semble imparable ici, mais il y a encore un piège. Fou prend G5 échec. Et ici, si on se précipite et qu'on joue le coup roi B1, et ben le roi peut sortir via la case G7 et via la case F6, qui est peu académique, mais qui fonctionne. Et les blancs et les noirs, ont simplement du matériel en plus. Une pièce et une tour de plus, en fait, je crois bien. Et c'est gagnant au noir ici, donc il ne faut surtout pas jouer roi B1, mais il faut bien prendre le fou. Mais on se dit que sur dame prend, c'est la même idée, on va pouvoir jouer roi G7. Non, parce que ici on a encore un coup qui sauve tout et qui permet de gagner pour les blancs, c'est le coup F4. On menace le mat et on attaque la dame en même temps. Les noirs sont obligés de prendre le pion, dame prend F4, fou prend E4, dame prend E4, pardon. Et ici, Judith Polgar a simplement gagné, Berkes qui a abandonné, il a appuyé sur la pendule, et Polgar qui vient conclure une partie d'attaque exceptionnelle.